C'est donc selon toute vraisemblance aujourd'hui que le gouvernement devrait s'appuyer sur l'article 49.3 de la Constitution pour lui permettre de faire passer le budget sans que les députés ne soient appelés à voter pour ou contre ce budget. On va tout de suite se rendre du côté de l'Assemblée nationale où se trouve Naoufel El Kawafi. Naoufel, vous suivez tout ce qu'il se passe au Palais Bourbon et tout laisse à penser, Naoufel, que le 49.3 c'est pour aujourd'hui. Absolument, et ça se précise un peu plus. On sait qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont déjeuné ensemble ce midi. Ils ont bien évidemment discuté de ce recours au 49.3 et surtout de son timing. Eh bien, il est annoncé qu'il devrait être annoncé en tout cas aux alentours de 17h, une fois qu'Elisabeth Borne sera revenue du Sénat après notamment les questions d'actualité au gouvernement. Elle se dirigera vers le perchoir de l'Assemblée nationale pour dégainer ce fameux article. Le gouvernement qui souhaite donc faire passer sans vote la première partie du texte sur le budget et mettre fin à près de 8 jours de débat, faute d'avoir convaincu les oppositions. Un recours au 49.3 qui n'est pas une surprise, on en parle déjà depuis plusieurs jours et qui risque de susciter pas mal de réactions, notamment ici cet après-midi au sein de l'hémicycle. Reste donc à savoir si certains amendements qui ont été discutés lors de ces 8 jours de débat parfois ou le vont être retenus. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la NUP d'un côté, le Rassemblement national de l'autre ont fait savoir qu'ils déposeraient une motion de censure qui pourrait être discutée déjà dès lundi pour tenter de faire chuter le gouvernement. Merci Naoufel. Jacquier Laforge, bonjour. Merci d'être avec nous, député de l'Isère et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Iñaki Echanis, bonjour à vous également, député PS des Pyrénées-Atlantiques. Daïk Odoué est aussi avec nous, éditorialiste politique pour France Info. Daïk, les oppositions, forcément, c'est aussi le jeu politique, parlent de passage en force. La majorité rejette ce terme. Clairement, maintenant, l'enjeu devient davantage sur le côté de l'opinion publique. Oui, vous avez un peu tout dit entre Naoufel et vous. Oui, l'enjeu maintenant, c'est comment expliquer à l'opinion ce passage au 49.3 avec déjà un présupposé. Est-ce que l'opinion est sensible ou pas, comprend les enjeux ou pas, alors qu'elle a d'autres préoccupations en ce moment, et notamment le carburant. Mais cette bataille, elle va se jouer sur les arguments de l'opposition, dire que c'est un passage en force. La majorité va répliquer que déjà c'est une arme qui est offerte par la Constitution et que c'est parce que les oppositions ont montré une sorte de fermeture lors des débats. Voilà ce à quoi on va avoir droit dès que ce 49.3 va être déclenché par Elisabeth Borne, sans doute autour de 17h. L'autre enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans le texte adopté par le gouvernement. Il a toutes les possibilités. Soit il ne retient aucun amendement qui ont été votés depuis maintenant, soit il retient des amendements qui peuvent venir aussi bien de la majorité que des oppositions. Et a priori, en effet, selon nos informations, il devrait y en avoir entre 80 et 100 amendements qui ont été votés par les députés qui devraient être repris dans le texte, des amendements qui viennent du PS, des amendements qui viennent également des LR. La seule ligne jaune que le gouvernement ne veut pas franchir, c'est aucun amendement qui vient de la NUP, qui vient des Insoumis et ou du RN. Voilà a priori ce qui nous est dit, qui demande donc vérification tout à l'heure. Mais a priori, c'est ça la ligne de conduite du gouvernement pour la reprise de ces amendements. Élodie Jacquier-Laforge, vous n'avez pas une heure un peu plus précise à nous donner? On n'en sait pas plus? Écoutez, malheureusement non, mais voilà, vous suivez l'actualité comme moi. Effectivement, on peut penser que ce soit aujourd'hui après les questions d'actualité. Au Sénat. Donc, aux alentours de 17h, c'est ce qui se tient. Il faut que ce soit Elisabeth Borne en personne qui monte à la tribune. Alors, comme elle est au Sénat pour les questions gouvernement entre 16 et 17, c'est soit après, ou soit juste avant, entre 15 et 16, ou soit dans la soirée. Mais bon. Quand vous parlez, Iñaki Echanis, de passage en force, alors vous, je ne sais pas, mais globalement, la NUP, c'est pour essayer, comme le disait Daïk, peut-être d'arriver sur le terrain de l'opinion publique et dire, regardez, nous, on a essayé d'être constructifs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de pédagogie auprès de nos concitoyens parce qu'il y a depuis de trop longues années une défiance vis-à-vis du monde politique et des agissements politiques. Aujourd'hui, on est dans un débat majeur, un débat de fond qui a commencé la semaine dernière. On traite de sujets qui vont concerner directement la vie des Français. Et contrairement à ce qui a pu être dit ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a un débat apaisé, un débat constructif, un débat d'idées qui est porteur d'amendements. Des amendements de différents groupes ont été adoptés, notamment celui du MoDem porté par Jean-Paul Mattei sur la taxation des super dividendes. Et on vient camoufler tout ça, un peu obstruer tout ça par ce 49.3 qui prend la place dans tous les débats, qui prend la place sur toutes les chaînes d'infos, alors qu'à l'Assemblée nationale, depuis lundi dernier, les députés siègent, ont des débats constructifs pour avancer, pour changer les Français.
On en a parlé. Oui, on en a parlé, mais aujourd'hui, on ne parle que du 49.3. Et en effet, le gouvernement fait un passage en force parce qu'on a le temps pour voter ce budget-là. On a le temps pour voter ce budget-là, on a le temps pour traiter. Malheureusement, alors, le temps, justement, puisque c'est vous qui en parlez, le débat budgétaire, il est encadré par la Constitution dans un temps qui est les fameux 70 jours. Donc on a aussi cette nécessité... Ça fait 8 jours. Bah, oui, ça fait 8 jours, mais vous savez, on a la... Alors je vais quand même... Ouais, juste pour il y a la première partie, voilà, la deuxième partie. C'est ce que j'allais dire. Là, voilà. On vote tout à l'heure, enfin, on vote ou on passe au 49.3 uniquement pour la première partie recettes, pas dépenses. Hein, c'est voilà, il y a. Oui, mais parce que si on a les 3000 amendements, on voit que si à chaque fois il faut 3 semaines pour la première partie, la deuxième partie, et ensuite on a aussi un budget qui est extrêmement important, qui est le PLFSS, qui concerne toutes les dépenses sociales. Voilà. Et on voit que matériellement, si on veut le voter avant le 31 décembre de cette année, eh bien, on est contraint dans le temps, et c'est par la Constitution. Possible, mais c'est le jeu démocratique. Et vous parlez d'amendements, mais on nous a beaucoup parlé d'obstruction en disant que la NUPES allait faire de l'obstruction, que les Insoumis allaient faire de l'obstruction. Aujourd'hui, si on regarde, il y a eu 3500 amendements à peu près. Il y en a plus de 1000 qui viennent des Républicains. Il y en a près de 500 qui viennent de la majorité. Alors que si on met l'ensemble des députés NUPES, on est environ à 600, 700 amendements. Donc déjà, ce n'est pas la gauche qui fait de l'obstruction. Si obstruction il y a, mais moi je ne considère pas ça comme de l'obstruction, c'est du débat parlementaire. On est aujourd'hui rentré dans un régime parlementaire, parlementarisme, de fait, choisi par nos électeurs qui ont choisi de ne pas mettre de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour créer justement du débat, pour créer des échanges, pour créer du compromis. On nous parle de compromis depuis le mois de juin. Ben, c'est l'heure de faire du compromis, c'est l'heure. Moi, c'est inacceptable que le gouvernement fasse son marché dans les amendements. Même Édouard Philippe, qui avait passé le 49.3, avait gardé tous les amendements qui avaient été discutés. Il consulte quand même en faisant le marché. Boris Vallaud a été appelé. Pas tout le monde. Et c'est inacceptable. Ils ne sont pas là pour faire le marché. Ces amendements-là ont été votés démocratiquement. Et je pense à Madame la vice-présidente, vous faites partie du MoDem, qui a proposé, qui a fait voter et qui a voté cet amendement sur les superdividendes. Je vois pas comment. Et je soutiens Jean-Paul Mattei, qui vient de mon territoire aussi, dans cette démarche-là. Il faut. On va laisser répondre Madame Élodie, d'abord sur la critique globale et après sur l'amendement spécifique du MoDem qui n'est pas retenu. À ce stade. Mais il a raison de le souligner. Bon, c'est là que vous désespérez. Mais sur l'argument de dire le gouvernement n'a pas à faire son marché. C'est vrai que ça peut paraître choquant, on dit tiens, voilà, ça m'intéresse. Par exemple, il reprend un amendement socialiste, il n'en reprend qu'un seul, plutôt sur les masques, sur la baisse de la TVA sur les masques. Bon, il n'a pas le droit de faire son marché, le gouvernement, c'est ce que dit monsieur. Écoutez, là, on est dans un cadre où on a cette décision qui a été annoncée d'opposition qui ont dit de toute façon, on ne votera pas le budget. Ça, c'est le préambule. Donc, j'entends vous dites, oui, mais on peut faire des compromis. Mais si vous dites, on fait des compromis, mais au final, on ne le votera pas, c'est aussi la responsabilité de chacun. Débat, au moins. Chacun assume après la position qu'il prend. Quand d'ores et déjà, avant même l'examen, avant même le débat, avant même les amendements, on vous dit, de toute façon, circuler, il n'y a rien à voir et on ne le votera pas. Je trouve qu'en termes de compromis, les compromis, c'est vous faites un pas, je fais un pas. Oui, c'est pas venez me rejoindre sur ma position. Aussi dit, dès le début, on passera en 49.3. Donc les non, mais alors à ce moment-là, c'est la poule et l'œuf. Enfin, si vous dites à un moment donné, de toute façon, vous allez passer le 49.3, donc du coup, on le votera pas. Je veux dire, à ce moment-là, on tourne en rond aussi. Et sur le compromis, c'est pas aux 577 députés de le trouver eux-mêmes en séance, en votant ou en ne votant pas. Alors, ce sont les groupes politiques, ce sont les partis politiques qui doivent aussi construire ce budget-là. Il y a une volonté de prendre effectivement les amendements. Nous, bien évidemment, qu'on souhaite que l'amendement qui a été voté et de façon très large à l'Assemblée nationale sur les superdividendes soit repris. Pourquoi n'a-t-il pas été repris ? Alors, à ce stade, il y a effectivement Bruno Le Maire qui a demandé à Jean-Paul Mattei de retirer l'amendement. Jean-Paul Mattei a dit non, on ne retire pas l'amendement. Est-ce qu'on va voter la motion de censure s'il y en a une qui est déposée ? Parce que j'imagine que la question va venir. Oui. Bien évidemment non, parce qu'on fait partie de la majorité, on est le deuxième pilier de la majorité. Mais c'est pas pour ça qu'on renonce, entre guillemets. Vous le savez parfaitement, il y a aussi une deuxième chambre. Et d'ores et déjà, les sénateurs... On va rentrer dans la technique parlementaire, mais... C'est pas de la technique, oui, mais c'est politique, parce que les sénateurs ont déjà dit qu'ils travailleraient sur le sujet. Donc c'est aussi... Non, mais clairement, votre amendement sera peut-être pas repris. Et vous le regretterez, vous direz que vous le regretterez, mais vous voterez contre la motion de censure parce que vous êtes dans la majorité. Mais bien évidemment, voilà. Mais on souhaite être force de proposition, et je pense qu'on l'a démontré de façon assez posée et assez sereine, mais de façon très, très forte. On souhaite
être force de proposition dans cette majorité-là. On a beaucoup parlé justement de cet amendement sur les superdividendes qui est plutôt symbolique parce que finalement il ne va pas ramener grand-chose, mais il y a d'autres amendements qui sont majeurs, qui sont importants, qui vont changer la vie des Français. Je pense notamment à un amendement porté par ma collègue Christine Pires-Beaune sur le soutien aux résidents d'EHPAD qui a créé la majorité dans l'Assemblée et visiblement il ne va pas être gardé. Je parle aussi de la demi-part fiscale pour les veuves des anciens combattants qui a levé la limite d'âge. Ça fait entre guillemets a priori, celui-là, suivant nos informations, il va être gardé. Ça reste à confirmer, mais celui-là, a priori, il est gardé. Il y a aussi la question du crédit d'impôt pour les bénévoles aux associations. Pourquoi quand le socialiste Boris Vallaud est appelé par le cabinet d'Elisabeth Borne pour donner son avis sur les amendements à garder ou pas, il dit c'est pas mon rôle? Mais parce que c'est pas le rôle d'un parlementaire d'aller faire un marché, d'aller dire oui, ça non. Nous, les amendements qui ont été votés démocratiquement par les représentants du peuple élus démocratiquement doivent être conservés par le texte. Mais les Français nous ont élus. Le compromis, il s'arrête assez vite au final, puisque même si on refuse la discussion, c'est aussi trouver le meilleur texte pour tout le monde. On va avancer. Alors ce 49.3 donc, sera vraisemblablement utilisé aujourd'hui. C'est la première fois, Lise Vogel, on va se tourner vers vous pour Elisabeth Borne, mais beaucoup de ses prédécesseurs, il faut le dire, en ont déjà eu l'usage. Oui, exactement. Et au cours de la Ve République, depuis 1958 exactement, cet article, il a déjà été utilisé 89 fois. La plus proche de nous, c'était en 2020, lorsque Édouard Philippe utilise le 49.3 pour faire passer son projet de réforme des retraites, un projet qui sera finalement repoussé à cause de la pandémie de Covid-19. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, Manuel Valls s'en est servi 6 fois entre 2015 et 2016 pour faire adopter la loi Macron sur la croissance et le projet de loi El Khomri sur le code du travail. En 2005, c'est Dominique de Villepin qui s'en sert cette fois pour la loi sur l'égalité des chances, mais la mobilisation contre le contrat première embauche est telle que ce fameux CPE sera finalement enterré. Impossible de ne pas vous parler d'Édith Cresson qui, lorsqu'elle était première ministre de François Mitterrand, s'est servie 8 fois du 49.3, y compris pour le vote du budget. Mais le recordman absolu, celui qui détient tous les records en matière de déclenchement du 49.3, c'est Michel Rocard. Il s'en est servi 28 fois et cela a notamment permis d'adopter 15 textes et notamment celui qui concernait la création du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'était en 1989. Le CSA est depuis devenu l'ARCOM. À l'inverse, il y a 8 premiers ministres qui ne l'ont jamais utilisé durant leur mandat et parmi eux, on peut citer Lionel Jospin, François Fillon ou encore Jean Castex. Si aujourd'hui, Elisabeth Borne, elle, décide effectivement de déclencher ce 49.3, alors ça serait la 90e fois dans l'histoire de la Ve République. Merci Lise Vogel. Daïk Odoui, ça offre la possibilité d'une étape après ce 49.3, c'est une motion de censure. Oui, c'est ça. Juste, les ministres qui ont pas besoin de l'utiliser, c'est parce qu'il y avait une majorité au Parlement. Ça aide aussi à ne pas utiliser le 49.3. Il faut bien le préciser, c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant de comparer avec Michel Rocard la situation actuelle, sauf qu'il y a un élément nouveau, c'est la présence du RN en force et des Insoumis en force. C'est ça aussi la nouveauté, parce que sinon, on l'a compris, c'est un acte assez banal, ce recours au 49.3. D'ailleurs, il y en aura plein d'autres pour les votes des autres budgets, la partie... voilà. Donc, et pour revenir à votre question, Martin, après, ça déclenche une motion de censure, puisqu'on ne vote pas le texte, mais les oppositions ont cette possibilité-là. Ça renverse le gouvernement si la motion de censure est majoritaire. A priori, il y en a 2 qui vont être déposées, une par la NUP, une par le RN, sauf que d'ores et déjà, la NUP a décidé qu'elle ne voterait pas celle du RN, le RN a dit qu'elle ne voterait pas celle de la NUP, donc pour que le gouvernement soit renforcé, il faut qu'il y ait une union des oppositions, ça ne sera pas le cas, d'autant que les LR, a priori, ne devraient voter aucune motion de censure, donc a priori, le gouvernement ne sera pas renversé par ces motions de censure. Iñaki Echaniz, il est prêt le texte de la motion de censure ? On attend de voir aussi la déclaration de Madame Borne pour le finaliser. En tout cas, on a travaillé dessus, on l'a anticipé, mais il est adapté en fonction des événements qui vont se passer. On sait toujours, ça fait plus d'une semaine qu'on demande d'avoir des informations, d'avoir des éléments de contexte, de pouvoir se positionner. Parce que ici, les députés socialistes et de l'ensemble de la NUPES, depuis lundi, on a siégé non-stop et on s'est même retrouvé vendredi soir en majorité et on allait
a abordé la question des super profits et la présidente de l'Assemblée nationale a coupé court au débat, a fermé la séance parce que les membres de la majorité n'étaient pas là assez nombreux. Donc nous, on tient à ce débat parlementaire et sauf qu'on interroge le gouvernement sur sa volonté, on n'a pas de réponse. Donc nous, ce qu'on demande, c'est du temps avant de passer au 49.3, du temps pour débattre, pour aborder des sujets de fond. Hier soir, on a eu un sujet sur l'héritage. Enfin, c'est très intéressant. Il faut qu'on continue et que le 49.3, s'il arrive, très bien, mais qu'il laisse le temps aux parlementaires d'échanger sur tous les sujets. Pourquoi avoir fait durer les débats autant de temps si c'est pour utiliser le 49.3 ou pourquoi ne pas les faire durer encore plus longtemps pour écouter davantage les débats? Alors c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a quand même des bornes, les fameux 70 jours, et on doit effectivement au 31 décembre avoir un budget, parce que les Français comprendraient pas qu'on ait pas de budget. Ça c'est pour l'après, mais pour l'avant. Ça c'est pour l'après. Ben oui, mais on est en plein dedans, c'est-à-dire que on peut pas à la fois reprocher d'essayer d'aller vers le débat et d'essayer d'avancer, et en même temps d'avoir cette possibilité-là qui peut être utilisée, qui est dans la Constitution. Est-ce que vous ne vouliez pas montrer que c'était l'opposition qui bloquait et que finalement vous avez été peut-être piégé par des discussions plutôt sereines à l'Assemblée nationale? Alors, on ne se sent pas piégé. On ne peut pas demander une chose et son contraire, c'est-à-dire à la fois d'être fixé dès le départ et de ne pas essayer de tenter aussi d'avoir le débat les plus constructifs possibles. Après, on a bien vu qu'il y avait des fins de non-recevoir aussi de la part de... J'étais en séance aussi et on voit à un moment donné qu'il y a des sujets et il y a des compromis, puisque c'est vous qui avez donné le terme, qui ne peuvent pas être construits. Donc je crois qu'on a quand même avancé le plus possible sur les débats. Et là, on arrive à un point où il nous reste 1982 amendements et que d'ici demain matin, on n'aura pas le temps. On va revenir sur la notion des séances. Monsieur, on va revenir sur la motion de censure, parce que vous avez un peu esquivé. Oui, il y aura une motion de censure déposée par la NUP, ça sera même défendu par une écologiste, parce qu'on ne veut pas mettre en avant les insoumis qui pourraient être... Non, c'est juste qu'on répartit les rôles, c'est un fonctionnement, entre guillemets, tournant, où chacun a droit à la parole et en effet c'est une écologiste qui défendra cette motion parce que la NUPES fonctionne bien, on se voit régulièrement, que ce soit en commission ou l'Assemblée et du coup chacun a sa place. Tout va bien à la NUPES. Est-ce que vous pouvez voter la motion de censure déposée par le RN? Si vous voulez que le gouvernement soit renversé, il faut passer par là. Donc Jamais, je suis fils et petit-fils d'immigrés espagnols qui se sont battus pour me donner la meilleure éducation et les meilleures conditions de vie et qui ont tout fait pour s'intégrer en France. Et les valeurs, les non-valeurs même, qui sont défendues par le Rassemblement national au sein de l'hémicycle. Il suffit de regarder hier les questions du gouvernement. Vous comprenez qu'elles ne votent pas la vôtre? Que le Rassemblement national ne vote pas. De toute façon, ils votent main dans la main avec la majorité et avec la droite. Ils ont voté contre la hausse du SMIC. Ils ont voté contre la suppression des abattements, des avantages fiscaux pour les plus riches. Et donc, juste pour répondre, donc madame, vous êtes tranquille. Vous pouvez passer, très brièvement, vous pouvez passer tous les 49.3 que vous voulez. Vous ne risquez jamais d'être renversé. Alors, c'est pas vrai parce que depuis la réforme de 2008, c'est uniquement pour les textes budgétaires. Et on sait que c'est ce qui fait les 49.3 sur les textes budgétaires. Non, mais c'est ce qui fait que vous êtes dans la majorité et dans l'opposition. Oui, d'accord. Mais donc, ce que je veux dire, vous pouvez passer par le 49.3 sans des sueurs froides. Vous risquez jamais d'être renversé si les oppositions ne s'allient jamais. Écoutez, le but, c'est pas non plus de faire des sueurs froides à qui que ce soit. Et je pense que les règles, elles sont claires, elles existent depuis très longtemps, il n'y a pas de difficulté, elles sont claires, et c'est ce qu'on va utiliser, la Constitution. Bon, pour celle-ci, en tout cas, celle par la NUP, peut-être par le RN aussi, on le verra dans les jours qui viennent. C'est tout à l'heure pour l'usage normalement du 49.3. Merci à tous les deux, merci d'être venus en débattre sur France Info. Merci aussi à vous Daïk Odouil.